Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier « Quel nouveau modèle économique pour réinventer la croissance ?» Ça résonne. Je suis Stéphanie Nisparfel, je suis animatrice du club EFC Grand Est chez Initiative Durable. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour 1 heure pour aborder cette question. Comment les entreprises réinventent la croissance vers plus de sobriété? Nous sommes avec 3 intervenants qui vous partageront leurs expériences et leur expertise. Mais avant toute chose, je voudrais poser un petit peu de contexte et faire une petite introduction. Par rapport au contexte, selon le GIEC, nous devons réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, vous le savez. Aujourd'hui, on consomme 1,7 terres pour se régénérer et 90% de la biodiversité marine est menacée par la surpêche. Et de plus, c'est un autre exemple des problématiques que nous rencontrons. Les inégalités s'aggravent. Les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Donc force est de constater que les modèles économiques traditionnels, basés sur la croissance quantitative et le PIB, ignorent les limites planétaires et les impacts environnementaux, sociaux de cette expansion. Alors face à cette réalité, quelques voix s'élèvent. Ma tablette ne marche plus. Fort heureusement, j'ai du papier. Comme par exemple Olivier de Schutter qui dénonce le croissancisme, donc cette croyance qui croit en une croissance continue. Donc Olivier de Schutter qui est rapporteur spécial de l'ONU et souligne dans un rapport récent que cette approche de croissancisme exacerbe les inégalités et épuise les ressources. Et donc il appelle à une croissance qualitative dans laquelle l'économie place le bien-être humain, la préservation des écosystèmes et la gestion plus juste des ressources au centre. L'idée, c'est pas de décroître, selon Olivier de Schutter, mais de croître autrement. C'était d'ailleurs le titre initial de ce forum. Aujourd'hui, avec nos invités, on va explorer des approches qui incarnent justement cette transition vers un modèle de croissance plus durable. Et ces entreprises montrent que la performance économique peut très bien intégrer des critères écologiques, sociaux et humains. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous apporter une petite précision par rapport au terme de nouveau modèle économique pour réinventer la croissance. J'aimerais revenir sur le terme de modèle économique, car on le confond souvent avec le modèle de revenu dans le langage courant. Donc en fait, le modèle économique d'une entreprise, c'est sa manière de créer, de distribuer, de capturer la valeur. Donc ça va inclure l'organisation de l'entreprise, ses ressources, ses partenaires, ses processus et ses impacts, donc les impacts de ses activités sur la société et l'environnement. C'est une grille de lecture qui permet d'évaluer non seulement sa viabilité financière, mais aussi la contribution de l'entreprise au bien commun. Le modèle de revenu, quant à lui, se limite à la question « Comment générer des revenus ?» Donc par les ventes, les abonnements, les commissions, etc. Et il concerne uniquement les revenus et n'inclut pas l'impact plus global de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui vend des biens à l'unité peut passer à un modèle de service par abonnement. Ce choix va avoir une influence sur l'allongement de la durée de vie de ses produits, va réduire l'impact écologique et va aussi transformer la manière de toucher des revenus, mais aussi son modèle économique, car pour transformer ça, toute la chaîne de valeur va devoir être redéfinie, les partenariats, l'impact environnemental, etc. Donc cette clarification étant apportée, on va maintenant plonger dans le vif du sujet et explorer différentes dimensions du modèle économique de nos 3 invités, de nos 2 invités. Donc on a ici présent à ma gauche Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille, qui nous parlera de son modèle de pêche durable qui offre un revenu stable aux pêcheurs tout en préservant les écosystèmes marins. Nous avons Emmanuel Delafont, président de Chartreuse, qui a choisi de limiter la production de son entreprise pour privilégier une qualité durable en respect de l'environnement et de ses valeurs. Et Maximilien Rouet, associé
en conseil stratégique chez Forvis Mazars, qui défend une économie régénératrice, où l'on restaure les ressources naturelles. Donc Maximilien sera ici en sa qualité d'expert et nos deux autres invités en leur qualité de témoins qui vont nous raconter leurs expériences. Ma première question s'adresse à toi Maximilien. Qu'est-ce qui va se passer si on continue selon le modèle croissanciste, on va dire, productiviste et financiarisé? Merci Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Merci au Forum de développement durable d'entamer sa 15e année et son 15e événement, c'est assez sympathique. Alors quelques mots pour me présenter, moi ça fait 25 ans que j'ai dédié ma vie à ces sujets. J'avais créé BeCitizen en 2000, voilà, et j'ai vu pas mal de détérioration de mes yeux vus, donc je vais parler simplement de la science. Je suis biologiste et ingénieur agro de formation, et de la science a priori et de la science a posteriori, puisque maintenant ça fait 25 ans que j'ai un retour analytique sur ce qu'avait dit la science et ce qui s'est passé. Alors premier élément, ça va pas beaucoup plus vite et c'est pas beaucoup plus grave que ce que la science avait annoncé, mais ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus grave que tout ce que on pouvait penser nous en tant que citoyens lambda non scientifiques. Voilà, donc vous avez écouté Gilles Boeuf à l'instant, vous avez certainement entendu parler de Jouzel ou Le Treut ou Masson-Delmotte sur les questions climatiques. Tous et toutes ne font que dire que tout était modélisé. On le sait, par contre on ne veut pas entendre et on ne veut pas voir. Donc oui, ça va très vite, oui c'est très grave, et en fait on a un gros problème, c'est qu'on est tous collectivement avec un cerveau pas très évolué. Je suis désolé si j'en vexe quelques-uns, voilà. Mais finalement, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, on a un cerveau qui est assez proche de celui du Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'on est très fort pour résister à l'agression directe, le tigre à dents de sabre, voilà, et assez incapable de penser au-delà du tigre à dents de sabre. Ce qui veut dire que malgré la succession des alertes et malgré la succession des avertissements scientifiques, et là je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que déjà, moi ça m'embêterait beaucoup, puisque ça fait 25 ans que je serine les mêmes données, et deuxièmement parce que j'imagine que 99% d'entre vous sont au courant, effectivement la littérature scientifique est assez angoissante, assez précise aussi, toujours plus précise. Pour ceux qui seraient encore climato-sceptiques, je pense que c'est pas tant la connaissance que la psychiatrie qu'il faut aller voir, voilà, pour être très clair. Donc on a aujourd'hui une somme de connaissances incroyable. Voilà, j'ai des cheveux blancs. J'ai commencé à travailler à l'époque où Internet n'existait pas, où la connaissance n'était pas abondante et gratuite, en plusieurs langues. Je parle même pas d'intelligence artificielle. On a la chance en 2024 d'avoir accès à l'ensemble des bibliothèques du monde en un clic de souris de manière gratuite. La responsabilité de chacun aujourd'hui, si vous doutez du problème, c'est d'aller vous renseigner vous-même sur Internet, la littérature est là. Une fois dit ça, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'accepter que le monde dans lequel on a vécu est en train de disparaître. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite et vers quelque chose qui était préhumain. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années, tout le monde le sait. La vie est née voilà, il y a 3,6 milliards d'années si on considère les premières bactéries. Et finalement, nous, l'homme, au genre Homo, voilà, quelques millions d'années. Mais on a commencé à naître à un moment où le climat était finalement un des plus frais de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire sur 4,5 milliards d'années, la Terre était globalement invivable pour l'homme, invivable pour les mammifères. Et ce qu'on est en train de recréer depuis 150 ans, c'est des conditions climatiques préhistoriques, c'est-à-dire pré-humaines, pré-mammifères. Et ça va très très vite, beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut penser. Et comme on a un cerveau assez mal foutu, ou en tout cas assez daté, assez Cro-Magnon, qui a 300 000 ans, finalement, on n'est pas capable d'intégrer cette donnée et on passe à autre chose, voilà, à des jeux ou voilà, se divertir, en mourir.
Donc on est dans un schéma assez stressant aujourd'hui, où finalement la connaissance est abondante, les innovations ne manquent pas, on en reparlera sur les modèles économiques, mais en tant qu'ingénieur, je pourrais vous abreuver de solutions technologiques, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est notre capacité commune, un, à croire ce qu'on sait, deux, à changer de manière radicale et pas à 2%, d'où la table ronde sur les modèles économiques, et trois, à être capable de le faire collectivement, parce qu'effectivement, c'est pas si il y a 3 personnes au fin fond d'un vallon qui s'amusent à changer de manière radicale leur approche à la consommation, que ça va changer quoi que ce soit à l'échelle des 8 milliards d'individus. Et pour finir, vous avez peut-être entendu parler des COP, ces réunions annuelles de discussion sur le climat. La dernière, l'an dernier, a eu lieu au niveau des Émirats. Le président était une des têtes pensantes des Émirats, voilà, quelqu'un de brillantissime, je ne conteste pas le fait, mais il a pour particularité de vivre déjà sur Mars. Les Émirats, est-ce que ceux qui sont déjà allés vers Dubaï ou les Émirats, levez la main, qu'on ait une petite impression qui est déjà allé, 1, 2, 3, oui, pas grand monde quand même. Donc pour vous décrire les Émirats, vous vivez toujours, vous passez d'un espace de climatisation à un autre espace de climatisation. Hein, en été, il fait facilement 45 degrés dehors, c'est pas très agréable, et même au printemps, il fait facilement 40 degrés dehors, d'ailleurs, il n'y a pas de printemps. Et donc, quand vous vivez déjà sur Mars, c'est-à-dire que de toute façon, vous vivez déjà sous Terre, vous passez d'un espace climatisé à un espace climatisé, à votre avis, qu'est-ce que ça peut représenter le changement climatique ? De toute façon, ça ne peut pas être pire. Vous vivez déjà sur Mars, vous vivez déjà sous Terre. Et c'était pourtant ce monsieur, très intelligent par ailleurs, qui était président de la COP28. C'est pas tout à fait la même chose quand on est dans une zone tempérée où on a la chance de ne quasiment jamais mettre la climatisation, ce qui est notre cas en France, ce qui est notre cas en Europe. On a beaucoup plus à perdre que d'autres. Et donc, vers où on va ? On va vers globalement une situation où collectivement, tous les humains qui resteraient survivants vivraient sous terre, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau des Émirats arabes unis. Moi, ça ne me fait pas rêver. C'est l'objet de la table ronde, de vous dire qu'on peut changer les modèles économiques pour éviter ça. Il va falloir collectivement vite se remuer pour arriver à quelque chose qui soit différent. Et justement, Maximilien, quelque chose de différent comme l'économie régénérative, est-ce que tu peux nous donner une définition rapide avant d'entrer dans les exemples de nos invités ? Alors oui, un petit détour personnel. En 2003, peut-être que certains se souviennent, c'était la première canicule mortelle en Europe. Hein. On a perdu 25 000 de nos proches lors de cette canicule. Moi, j'ai travaillé déjà sur le sujet. À l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, j'habitais dans une tour très mal isolée dans le 19e à Paris. Pendant 15 jours, je dormais à la cave, pour être clair, parce qu'il faisait trop chaud. Et à ce moment-là, j'ai inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative, en constatant que l'écologie à zéro impact ne suffirait déjà plus. Voilà, on est en 2003, on est en 2024, excusez-moi, c'est un peu confus. Mais déjà en 2003, j'avais eu la prescience que, étant donné la concentration de gaz à effet de serre, le changement climatique déjà initié, si on coupait tous les camions, les voitures, les avions, les chauffages, les usines, etc., la quantité de gaz à effet de serre déjà émise dans l'atmosphère, étant donné l'inertie, aurait un impact d'effondrement de civilisation. Et donc je m'étais dit, en fait, on ne peut pas rêver, on ne peut pas se fixer comme objectif une économie, une écologie qui soit neutre. Ce n'est pas possible. C'est déjà trop tard. Il faut aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire quoi ? Donc à l'époque, mon éditeur a refusé le mot régénératif, il a parlé d'économie positive, et c'était l'idée qu'il fallait inventer une économie qui répare les questions climatiques, les questions d'eau, les questions de ressources, les questions de sol, les questions de pollution. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'économie n'est pas fatalement destructrice. Ça veut dire quoi ça L'économie aujourd'hui, elle détruit. Voilà. Chaque point de chiffre d'affaires, voilà, vous gagnez 1 euro,
le bilan net de ce gain, de cette activité, c'est d'avoir émis des gaz à effet de serre, détruit du sol, pollué l'air, l'eau, produit du plastique. Voilà. On peut le prendre comme on veut. On peut se mettre le plus beau masque ou la plus belle paire de lunettes roses. Le bilan de chaque activité économique aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, ça reste de la destruction de nos conditions de vie. Bon, je ne trouvais pas ça très agréable et très motivant. Donc je me suis dit, ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas positiver tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas créer des produits et des services dont l'activité stocke du carbone, dont le fait de produire le produit stocke du carbone, dépollue l'air, dépollue l'eau, dépollue les sols, bref, et un impact environnemental positif. Ça, c'était théorique. En fait, ça existe, ça a été mes missions pendant plus de 15 ans. Donc, on a commencé à faire du bâtiment positif, donc une maison qui produit plus d'énergie qu'elle en consomme avec les panneaux solaires, avec l'isolation, qui stocke plus de carbone qu'elle en émet au niveau des matériaux, pareil pour la biodiversité, pareil pour... Et après, ça a été étendu à tous les secteurs et on a donc eu des centaines de cas pilotes d'entreprises ou de projets qui pouvaient être positifs sur l'ensemble des grands thèmes, des limites planétaires, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça l'économie régénérative. C'est super, c'est un très beau mot. La régénération, c'est du vivant. Et la théorie, on va dire scientifique, technologique, que je vais incarner aujourd'hui, est redoutable. Oui, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas un problème de connaissance, ce n'est pas un problème de savoir-faire, c'est un problème de décision, de gouvernance, de décision stratégique, de décision politique, de décision fiscale, de décision réglementaire, mais ce n'est pas un problème ni scientifique ni technologique. Et donc on peut tout à fait imaginer aujourd'hui des modèles économiques, des activités économiques dont l'activité, on va dire financière, soit productive avec un EBITDA positif, voilà, de ce qu'on attend de toute entreprise, et à côté de cet EBITDA positif, d'avoir effectivement des résultats nets positifs aussi sur les questions climat, énergie, ressources, biodiversité, santé. Voilà. Ça, c'est le propos que j'incarne et que je porte depuis 2005. C'est le propos qui devient de plus en plus à la mode. Vous avez certainement entendu parler d'agriculture régénérative. Au-delà de l'agriculture, il y a vraiment l'économie régénérative qui est portée au niveau de la Convention des entreprises pour le climat, qui est portée par un Régène écosystème, qui est portée par l'association des directeurs de développement durable, bref, qui est de plus en plus portée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le traiter pendant tout cet atelier. Effectivement. Donc, on va commencer par le témoignage de Charles. Mais avant cela, il y a un petit QR code qui devrait apparaître à l'écran qui vous permettra de nous envoyer vos questions qu'on pourra traiter en fin de séance. On a un court temps de questions-réponses. Voilà, donc vous pouvez le scanner et envoyer vos questions au fur et à mesure. Et donc Charles, est-ce que tu peux nous parler de Poiscaille, et pourquoi tu as fondé Poiscaille? Alors bonjour, merci pour l'invite. Donc Poiscaille, c'est un panier de poissons direct des pêcheurs français. On achète aux pêcheurs, on vend aux consommateurs. On vous vend du poisson frais, durable et éthique. Alors je pense comme tous les gens qui vendent du poisson, personne ne dira le contraire. Mais avec des critères particulièrement engagés. Donc quand je vous dis frais, c'est 72 heures maximum entre la pêche à bord du bateau et pas l'arrivée au port de pêche et la livraison au consommateur. Quand je vous parle de durabilité, c'est des navires de petite pêche côtière qui font donc moins de 12 mètres, qui pratiquent que des techniques douces, qui sortent à la journée. Donc vous avez quelques valeurs ou critères derrière ces valeurs qui apparaissent là. Des engagements assez forts par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et point important, et un des plus importants je pense, c'est la rémunération des pêcheurs. Chez Poiscaille, on s'engage sur 20% de plus minimum que le marché pour le pêcheur, et on est plutôt à 30%. Comment je l'ai fondé? Moi, je suis un grand fan de pêche à la ligne depuis tout gamin. J'allais chez mes grands-parents à Royan pêcher les crevettes. J'ai fait une carrière naturelle, on va dire, en bio puis en agro. J'ai embarqué sur les bateaux de pêche au début de ma carrière, et là, j'ai vu la réalité des bateaux de pêche. En gros, que les pêcheurs étaient incités à faire du volume parce que le système de vente qui est basé sur des enchères est tellement incertain que en fait la seule solution et le seul paramètre que les pêcheurs peuvent maîtriser, c'est le volume qu'ils attrapent.
Le prix est bon, ils se mettent de l'argent de côté. Le prix est mauvais, ils payent les frais ou ils sont même en négatif certains jours. Et j'ai vu des pêcheurs qui vendaient en direct aux consommateurs, donc au retour de pêche dans des cabanes au bord de la mer, et qui eux pouvaient se permettre de ne pas sortir certains jours parce qu'ils disaient il y a un peu trop de mauvais temps et les autres pêcheurs continuaient à sortir parce qu'eux n'avaient pas d'aussi bons prix. Histoire courte, je monte à Paris après travailler au ministère de la Pêche sur les sujets économie d'énergie notamment. Je découvre les AMAP, les systèmes de panier de légumes. Et à force d'en parler, on se dit tiens, on ferait pas pareil sur le poisson. C'est beaucoup plus compliqué de faire venir un pêcheur en ville, loin de la mer, que de faire venir un agriculteur parce qu'on en a souvent à proximité des villes. Donc, à force d'en parler dans les soirées appart avec mes potes, j'ai fini par m'acheter une camionnette et puis aller chercher du poisson, le rapporter à la côte. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et lancer ce qui aujourd'hui est Poiscaille. Donc aujourd'hui, Poiscaille, c'est 25 000 abonnés clients actifs. On distribue ces paniers dans 1800 magasins bio qui sont partout en France. Strasbourg est une très bonne terre de Poiscaille, on peut dire. Et grâce à ça, surtout, on soutient 250 pêcheuses et pêcheurs partout en France. Ils nous disent tous que leur quotidien est largement amélioré parce qu'ils peuvent se permettre de pêcher moins, de lever un peu le pied. La reconnaissance qu'on leur apporte, et ils nous la témoignent au quotidien. Et il y en a à peu près un tiers qui nous déclare, c'est du déclaratif, pêcher moins grâce à Poiscaille. Côté client, on a des retours dithyrambiques sur la fraîcheur de notre poisson. Je pense que le critère de fraîcheur est important. Donc en résumé, on pêche moins et on gagne plus. Et en plus, ça a un impact positif sur les écosystèmes. Exactement. En fait, une des raisons de la création de Poiscaille, moi j'étais au ministère de la Pêche, donc je me suis dit, c'est là que tout se décide, c'est là que je vais peut-être pouvoir insuffler des idées que je débattais avec mes potes pêcheurs sur les forums à l'époque sur comment faut gérer tel stock de poissons, pêcher en période de reproduction ou pas, enfin bref. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être compliqué de changer par ce biais-là, ou en tout cas, j'avais pas l'énergie de passer 10 ans à faire une carrière dans le ministère ou en politique. Et je me suis dit, en fait, je crois beaucoup plus au fait de mobiliser l'argent des consommateurs vers des pêcheurs vertueux pour les soutenir. Et j'ai l'impression d'avoir fait un chemin plus important aujourd'hui par Poiscaille que celui auquel je serais arrivé si j'avais continué dans les arcades ministérielles, on va dire. Et pourquoi c'est important d'agir de cette manière? C'est quoi les grosses problématiques par rapport à la pêche aujourd'hui? En 2 minutes. Alors, en 3 mots, c'est on pêche trop, on détruit les écosystèmes marins et tous nos choix de consommation vont dans ce sens-là. Donc, je commencerai surtout par ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% du poisson qu'on mange en France, il est importé. L'élevage est majoritaire, alors que l'élevage, c'est un peu incohérent. C'est-à-dire que quand vous achetez un saumon ou une truite, c'est comme si vous achetiez du loup nourri avec de la farine de vache. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment à terre, mais qu'on fait en mer, en termes de niveau trophique. Donc c'est assez incohérent, mais c'est la majeure partie du poisson qu'on mange aujourd'hui en France. Il n'y a pas de bio à la pêche, donc il n'y a pas un cahier des charges, un label qui garantit à un pêcheur que s'il a des pratiques vertueuses, il sera mieux payé. C'est toujours la loi de l'enchère, et il faut être conscient du fait qu'à la pêche, le prix peut varier du simple au quintuple. C'est-à-dire que vous prenez un bar de ligne pêché le 15 août, alors qu'il y a beaucoup de touristes à la côte, il va se vendre 40 € du kilo. Le même bar pêché le 15 novembre, il va peut-être se vendre 10 € du kilo, voire 5 € du kilo. Donc pour un pêcheur, c'est extrêmement compliqué à gérer et c'est des variations qui sont extrêmes. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de payer les pêcheurs plus cher pour leur demander, je pense, dans un deuxième temps, de faire des efforts ou de pêcher moins. Et tout ça contribuera derrière, je pense, à améliorer l'état des stocks, améliorer l'environnement marin et à réduire les impacts. Merci. Eh bien, j'en ai fini de mes questions pour toi, Charles, pour l'instant. Et donc, pour Emmanuel, j'ai un peu les mêmes questions. Vous êtes PDG de Chartreuse depuis 2013. Tu es PDG, on se tutoie. Est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise, son activité, parce qu'elle est spéciale, cette entreprise?
Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est une entreprise un peu spéciale. Mon actionnaire, ce sont des moines qui vivent dans la montagne et qui prient pour l'humanité, souvent la nuit d'ailleurs, entre minuit et 3 heures du matin. C'est une prière spéciale qu'on appelle les matines. Ce sont les Chartreux, fondés par Saint Bruno en 1084. Et donc, moi j'aime bien dire... pour une fois, mon titre est là, je déteste les titres, mais en l'occurrence, c'est important. Je suis président, directeur général, parce qu'en fait, je suis sur une ligne de crête permanente. Quand je suis président, je m'adresse plutôt à l'actionnaire en tant que personne qui vivent dans des communautés monastiques à travers le monde, et notamment la Grande Chartreuse, dans le massif de Chartreuse au-dessus de Grenoble. Et quand je suis directeur général, je suis dans le monde, comme aujourd'hui avec vous. Et donc, c'est une ligne de crête qui n'est pas simple souvent, parce qu'il faut gérer un ordre monastique de 1000 ans, qui est confronté effectivement, comme tout le monde, j'allais dire, aux vicissitudes du monde, aux tourments du monde, et en même temps, c'est un ordre qui est plutôt stable. À nouveau, quand on est dans la prière, la solitude, on rigolait pendant le Covid, parce que ils étaient confinés de façon par nature, et c'était quelque chose qui était OK pour eux. Donc c'est un modèle effectivement très particulier, puisque moi je suis au service d'un ordre qui donc a seule vocation de prier pour l'humanité, et je le précise, ils ne sont pas du tout derrière leur mur entre eux, ils sont vraiment là pour tout le monde. Et nous avons cette vocation de les faire vivre, concrètement par la vente de produits chartreux. Alors aujourd'hui, c'est évidemment très très fortement axé sur la liqueur que certains d'entre vous connaissent, je pense, une liqueur verte et jaune, qui a à peu près 200 ans, basée sur un élixir qui est lui-même à 400 ans, donc c'est 130 plantes toujours secrètes qui sont façonnées par les Chartreux au monastère de la Grande Chartreuse. Par rapport à l'échange qu'il y a eu tout à l'heure et que tu as bien repris, en fait, moi, le thème de la croissance me va sans m'aller, c'est-à-dire qu'effectivement, on a fait des choix assez forts de ne pas suivre la demande de la liqueur qui, au niveau mondial, explosé depuis 10 ans, en tout cas depuis 5 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas non plus développer d'autres choses. Et effectivement, tout ce qu'on va faire sur ces nouveaux produits qu'on démarrait à peu près en 2020-2021, toute notre gamme soins santé, donc dans l'herboristerie, on revient simplement aux sources que les Chartreux faisaient dans leur monastère quand ils étaient apothicaires. Pour nous, on a pour le coup, si on regarde d'un point de vue volumétrique, on sera en surcroissance. Mais la très bonne nouvelle, c'est que, c'est déjà beaucoup plus léger à transporter, et 2, on va aller justement régénérer les sols, puisqu'on va mettre en culture des plantes aromatiques et médicinales dans les monastères français. Ça démarre dans 3 monastères en France, 1 en Italie. Et donc, clairement, les Chartreux s'engagent non pas sur halte à la croissance d'un point de vue politique, mais plutôt de réorienter, c'est plutôt le mot qui m'intéresse plus, régénérer une forme de modèle économique qui est effectivement basé sur un socle très solide qui est la liqueur, qui leur permet de faire ces autres projets, et qui en même temps engage, à mon avis, sur des projets agricoles notamment, qui sont hyper intéressants et assez modernes en réalité. Et alors, chez Chartreuse, quand et pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de manière de travailler ? Alors, j'aime bien dire que le Covid nous a rendu tous un peu plus intelligents, mais l'histoire retiendra quand même que c'est en 2019 à peu près qu'avec le prieur, parce que moi j'ai un rapport assez particulier avec mon actionnaire, si je puis dire, parce que j'ai un conseil d'administration parfaitement normal, avec des gens normaux qui viennent et qui sont tous comme vous. Mais en revanche, in fine, on a quand même un patron qui s'appelle un prieur de l'ordre, donc je vais le voir assez régulièrement. Et notre discussion est toujours très intéressante, parce que lui m'apporte des visions, effectivement, qui peuvent être de l'ordre beaucoup plus humaine, de valeurs, de vocation, de mission. Et moi je lui dis, voilà, en gros, la situation de la boîte et comment on va la gérer, parce qu'on est quand même, pour le préciser, une centaine de personnes maintenant, donc c'est une PME certes, mais bon, il y a quand même des enjeux comme toutes les entreprises françaises. Et en fait, cette discussion, elle a été menée sur 2 axes. Lui, il me disait, les frères de la Grande Chartreuse qui font donc ces fameuses moutures de plantes pour la liqueur sont débordés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera un peu long, mais je vous engage vraiment à aller découvrir leur site en plein milieu de la Chartreuse. Mais il y a une différence entre un frère et un père. En gros, le père, c'est un ermite, il prie toute la vie. Et le frère, il est au service des pères pour qu'ils puissent vivre cette vie-là. Donc les frères, c'est celui qui va faire la cuisine, la lingerie et parfois la Chartreuse, c'est-à-dire les moutures de plantes au monastère. Que moi, j'achète les 130 plantes, mais je ne connais pas les plantes. Et nous, on récupère simplement les moutures pour les processer après. Donc, de par cette vie propre, on ne peut plus déséquilibrer le monastère, et quelque part, il y avait suffisamment aussi de valeur générée par la liqueur pour dire, en fait, pas la peine de faire plus, ça n'a aucun sens pour nous. Et à ce moment-là, nous, laïcs, on est percutés par, évidemment, une prise de conscience très forte. Alors nous, ça arrive plutôt vers 2018, tous les récits que toi, tu portes depuis des années. Et là, on s'est dit, en fait, on a un truc à faire absolument génial, qui est pas simple au niveau commercial. Donc là, je vous parlerai pas des enjeux, des défis qu'on a malgré tout, mais qui est de dire, arrêtons de suivre cette demande qui n'arrête pas de grandir partout dans le monde pour aller se concentrer sur une offre juste de liqueur, donc, et pour faire autre chose. Parce que si on fait que de la liqueur, on ne peut pas faire autre chose. Et là, on s'ouvre effectivement à des modèles économiques et donc qui vont faire
des choses beaucoup plus positives pour notre environnement, les sols, l'écosystème, les territoires. Et c'est aussi grâce à cette décision fondamentale. Et puis après, le Covid a tout balayé et on s'est dit, c'est formidable, c'est exactement ça qu'on doit faire, recentrer sur les territoires, recentrer sur la France, même si on garde 50% d'exportation pour des raisons très historiques et qui ont du sens aussi pour notre image internationale. Je crois que c'est vraiment ça qui a fait c'est ce dialogue entre les moines et les laïcs qui a fait cette décision fondamentale et pour lequel je dois dire on est très heureux aussi. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure. Nous, on n'a pas envie d'une vie trépidante à la croissance à outrance, faire de la liqueur. Aujourd'hui, objectivement, on a 1,5 million de bouteilles en gros. On pourrait faire 3 millions demain matin à peu près sans aucun problème, mais à quel prix, quoi? Parce qu'il faut aussi que tout notre écosystème monte avec nous. Les verriers, les producteurs d'étiquettes, les clients, à les pousser des portes. Enfin, je veux dire, il y a un moment où ça devient éreintant. Donc, en fait, le juste nombre est pas facile à trouver. Nous, il semble qu'on l'aurait trouvé avec cette offre actuelle. Et du coup, je vais enchaîner sur une question, ça fait bien la transition. En quoi votre modèle économique est différent alors maintenant que vous avez changé de trajectoire? Qu'est-ce qui est plus sobre? En quoi votre croissance est différente et plus sobre par rapport à avant ou par rapport à des modèles classiques? Si vous pouvez, si tu peux nous donner des exemples de ce que vous avez décidé concrètement, aussi en termes de stratégie. Bien sûr, non, mais concrètement, d'un point de vue commerce, c'est un impact immense parce qu'avant, on faisait, la demande était là, on y répondait, on suivait plutôt nos clients, on dit oui, bien sûr, vous voulez un peu plus cette année, très bien, sachant qu'on a connu aussi les traversées du désert, donc je pense qu'il y a un profond sens de l'humilité aussi de là où on vient, nos racines. La Chartreuse a fait beaucoup ça pendant 200 ans, et c'est la première fois, juste pour préciser, qu'on décide justement de ne pas suivre ça, sachant que les Chartreux l'ont connu à 2 reprises. Excusez-moi pour les exemples qui datent un peu, Internet n'existait pas en l'occurrence, fin 19e, ils avaient vendu 3 millions de bouteilles, et après ils se font laminer par l'anticléricalisme français, donc je pense qu'il y a aussi cette histoire de dire, en fait on fait envie, on nous jalouse, etc. Et en deuxième période, beaucoup plus concentrée autour des États-Unis, en Californie, fin des années 70, avec un cocktail qui avait très bien marché, et après, pareil, ça a été un désastre. Donc là, il y a aussi cette idée. Et excusez-moi si je peux être choquant en disant ça, que c'est pas simplement pour dire on veut faire de l'écologie, du social, etc. C'est aussi d'un point de vue pérennité économique. Ça me paraît beaucoup plus malin, intéressant de dire plutôt que de faire ça et ça, on va faire ça et on va durer beaucoup plus longtemps. Donc il y a vraiment cette idée de pérenne. Donc après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On alloue les 1,5 million de bouteilles dont je vous ai parlé dans le monde entier en choisissant bien nos pays plutôt historiques. On a des importations historiques en Amérique du Nord et en Europe depuis 1860. Donc on va pas dire non, maintenant on arrête, désolé. En revanche, c'est vrai que les développements qu'on avait pu faire une dizaine d'années, typiquement en Asie, ça on n'y va plus. Donc aujourd'hui, ça permettra à certains qui pensent qu'on met tout en Chine, non. Vous avez probablement 3000 bouteilles de Chartreuse en Chine, donc je pense que c'est un peu compliqué pour eux. Mais par contre, c'est important de respecter aussi cette histoire. Et en France, clairement, on a rapatrié beaucoup plus de bouteilles après le Covid, par rapport à avant, pour justement répondre au territoire. Et nous, notre stratégie, c'est de dire qu'on doit être absolument présent là où on habite, donc dans les Alpes. Chartreuse, pour ceux qui connaissent pas, c'est entre Grenoble et Lyon. Et être présent là où on est né et en même temps se rallier aussi à l'histoire. Et donc pour certains qui ne le savaient pas, il y avait une Chartreuse en plein Paris. Enfin, à l'époque, c'était en dehors de Paris, sur le jardin du Luxembourg actuel, qui était la Chartreuse de Paris, qui a donné naissance à cet élixir de 1605 et donc les liqueurs après. Et donc on s'est remis nous à Paris, tout proche de cet endroit, pour aussi célébrer la culture, le patrimoine et l'histoire et donner du sens à notre présence. En revanche, désolé pour les Strasbourgeois, on est un peu présent en Alsace, mais ça n'aurait pas de sens d'ouvrir une boutique Chartreuse à Strasbourg parce que notre histoire n'est pas liée à ce territoire. Donc c'est pas une exclusion des autres, c'est plutôt de dire venez nous voir là où on habite et profitez de l'expérience pleinement. Lors de la préparation, on a aussi parlé de votre travail sur les piliers stratégiques, dont le 5e pilier qui est de transformer le modèle. On a aussi parlé de quelques projets phares et de ce qui a été difficile par rapport à votre décision en 2019. Ouais, merci pour cette question. C'est clairement pas, comment dire, tout ce que je vous dis là, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que nous, on a les moyens, on a le luxe de le faire. C'est-à-dire que j'aime bien dire, Chartreuse, on est perçu parfois, parce que c'est plus difficile à trouver, comme un produit de luxe. Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est assez cher à faire. On a beaucoup de process, on a beaucoup de vieillissement derrière. Donc par rapport à ce que c'est intrinsèquement, par rapport à une bouteille que vous achèterez en GD, objectivement, c'est pas cher. Mais on veut garder un prix accessible à tout le monde et encore en grande distribution, ce qui n'aurait a priori aucun sens. Donc ça, c'était quand même un a priori que je voulais repréciser. Mais ça veut pas dire
dire que notre job aujourd'hui est très facile non plus, parce que du coup toute la journée concrètement on se fait un peu engueuler par tous les commerçants qui eux veulent faire croître leur chiffre d'affaires, et c'est clairement plus facile de vendre une bouteille de chartreuse qu'une caisse de vin dans le contexte actuel que nous vivons, et ça nous l'entendons et nous le respectons très bien. Donc on le fait donc avec le luxe de pouvoir changer de modèle économique, mais il faut emmener toutes les parties prenantes, les clients bien sûr, les fournisseurs, ça se passe plutôt bien, mais certains, c'est des décisions difficiles. Un détail, Thomas en parle évidemment bien mieux que moi tout à l'heure, mais nous on a décidé, on était très marqués par ce qu'on appelle nous les objets publicitaires, donc normalement c'est que pour les clients professionnels, mais ça dépasse un peu cet engouement-là, donc des sweatshirts chartreuses, des t-shirts chartreuses, etc. Avant c'était Bangladesh et compagnie. Aujourd'hui on n'est que Europe, on n'arrive pas à faire que France, donc ils sont plus cher, bien sûr, et du coup on en donne beaucoup moins, et donc ça aussi ça génère de la frustration. Ça peut paraître vu de Strasbourg comme un truc, mais de quoi il me parle, mais chez nous je peux vous dire que c'est un truc hyper identitaire. Donc ça veut dire que c'est important d'expliquer pourquoi on fait ces choix-là, pourquoi au lieu de donner 20 casquettes au bar, cette année ce sera que 5, et ça aussi une acculturation par ce biais-là pour avoir plus d'impact. Parce qu'une des frustrations qu'on peut avoir aussi dans notre équipe de direction, quand on emmène toutes les équipes, c'est de se dire quel impact on a à 100, c'est quand même pas énorme. Donc en fait c'est justement aller influencer toutes nos parties prenantes et emmener effectivement l'ensemble de l'entreprise sur ça. Donc là très concrètement on est en train de finaliser nos statuts. On va créer un fonds de dotation, non pas pour dire on est les meilleurs et on veut montrer que Chartreuse fait de l'externe, ça va être un outil interne où on a intégré toutes les personnes de l'entreprise, enfin des cadres, des non-cadres, voilà, tout type de métier. Pareil, tout à l'heure ça a été nommé, aussi des gens qui qui mettent en bouteille qui est de la Chartreuse, pour participer à ce programme-là et avoir un impact aussi avec les associations qu'on va aider, non pas pour dire on vous donne des chèques, mais pour aller chez eux, influencer nous leur modèle, et que évidemment nous fassent aussi envie. Et donc c'est des projets évidemment plutôt territoriaux, donc c'est sur la forêt, la montagne, l'eau, les rivières, et puis l'inclusion, beaucoup de projets autour de l'inclusion. Et vos collaborateurs travaillent sur des plans d'action aussi? Oui, alors c'est vrai que la question, j'ai pas répondu pleinement. Notre feuille de route, c'est 2000. Nous, on a la chance d'avoir le temps long pour nous, donc on est passé une feuille de route 2040 qui permet de fixer 5 axes. Je vous reparle pas des 4 premiers qui sont assez classiques parce qu'on est quand même une entreprise normale, mais le 5e qui est fondamental, c'est transformer le modèle. Donc moi, j'ai dit à la fois à mon comité de direction, à tous les collaborateurs, si on fait bien notre travail, de la finance, du commerce, de toute façon, on va dans le mur quand même. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas transformer, on ne pourra pas pérenniser notre modèle sans le transformer. Et donc, on a défini dans ce transformer le modèle des plans d'action effectivement qui vont dans toutes les équipes. À nouveau, l'ensemble des équipes sont mobilisées. C'est plus ou moins facile, mais on y va tous. Donc, c'est pas chez nous un responsable RSE qui fait le job parce on est passé par là. Donc, je dis pas que les responsables RSE sont inutiles, bien au contraire, mais nous, on a préféré élargir le modèle et que l'ensemble de l'équipe de direction ait cet objectif-là et avec ces équipes avance. Et donc là, clairement, on a 4 axes dans transformer le modèle. Donc la partie territoriale, j'en ai déjà parlé. Privilégier la robustesse à la performance. Donc en fait, c'est OK d'être sous-performant. Gilles aurait pu le dire, j'ai entendu une conférence. En fait, on est à 37 degrés. Parfois, on est capable de monter à 41, mais il faut pas être à 41 tout le temps, quoi. Donc moi, les gens qui me disent je suis à 120%, j'avoue que j'ai fui plutôt ces personnes-là parce que pour moi, on doit pas être à 100% déjà. Et ensuite, toute une thématique autour de l'axe plus de comment ces ressources-là peuvent régénérer effectivement les sols, avoir un impact positif. Donc ça, c'est plus un axe biodiversité, climat, etc. Et puis un 4e axe autour de l'humain, comment on engage, je l'ai dit tout à l'heure, via l'inclusion notamment, mais pas que, parce qu'en fait, on va parler beaucoup d'environnement, d'écologie, mais moi, je pense que c'est d'abord l'humain qui sauvera le monde. Il a fait ses conneries, maintenant, c'est à nous de réparer. Merci. On va passer à l'exemple de Poiscaille. Pour vous, Charles, c'est complètement différent, puisque vous avez fondé l'entreprise il y a une dizaine d'années. À quel moment est-ce que vous diriez que c'est une réussite? Et comment évoluent vos relations avec vos différentes parties prenantes au fur et à mesure de l'avancement de votre activité? À quel moment je me dis que c'est une réussite? Déjà, d'arriver à 10 ans, de faire plus d'1 million par mois avec Poiscaille et soutenir 5% de la flotte française, c'est un bel accomplissement. En plus, vu le contexte actuel où tout l'alimentaire souffre, nous on est passé pas loin de l'arrêt d'activité parce qu'on n'avait pas assez d'abonnés avec les conséquences inflation et augmentation des coûts. Donc déjà le fait d'être encore vivant aujourd'hui, c'est presque une réussite.
Je vous invite quand même à aller sur poiscaille.fr, prendre des paniers, faire une commande à Noël. Je veux pas 1 gramme de saumon sur les tables strasbourgeoises cet hiver. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'équilibre, on s'en rapproche, mais il n'est pas encore atteint. Donc, à court terme, il y a ça. À moyen terme, nous, l'objectif, un jour, on nous a dit, pour influencer un secteur et le transformer, il faut toucher 10% de ces acteurs. Donc, je me dirais que Poiscaille serait une réussite le jour où on touchera 10% de la flotte française, c'est à peu près 500 navires de pêche. Donc, c'est 2 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on a plutôt tendance aujourd'hui à aller chercher plus de croissance parce que plus on fait de volume de panier, plus on peut acheter à des pêcheurs, plus on peut en soutenir et transformer. Aujourd'hui, pour être honnête, les 250 pêcheuses et pêcheurs avec lesquels on travaille chez Poiscaille, c'est un peu les biodynamiques de la pêche qui avaient déjà des pratiques vertueuses et qu'on a trouvées. Un des défis et qui serait une fierté, une réussite, serait de prendre un pêcheur qui reste dans nos critères de moins de 12 mètres, des techniques douces et tout, que je vais qualifier d'un peu plus intensif, et qui lui va plutôt avoir tendance à être sur une logique de volume pour petit à petit les faire changer. Et on a déjà des premiers échos de pêcheurs comme ça qui disent ouais bon j'y vais, ok, et puis en fait au bout d'un moment ils disent ah ouais mais en fait j'ai quand même gagné pas mal d'argent avec vos prix garantis, peut-être demain je vais pas aller en mer, puis en fait c'est pas mal votre truc, enfin voilà, et on sent que petit à petit ça percole. Et on a vraiment un besoin d'être sur le temps long. En fait, moi, je suis assez inspiré, ou en tout cas envieux, de toutes ces startups qui font des croissances extraordinaires. Je me dis, si on faisait pareil avec Poiscaille, ce serait génial. Enfin, on toucherait 100% de la flotte française, on rachèterait tous les chalutiers pour faire des petits pêcheurs. Mais en fait, je me rends compte, là, quand on a exposé nos difficultés aux pêcheurs qui tenaient vraiment à nous, donc, et je vois surtout que pour qu'un pêcheur change ses pratiques, il faut qu'il ait la garantie que Poiscaille soit là sur le long terme. Parce que le jour où il dit, moi je mets pas mon filet de pêche à tel endroit, il va peut-être laisser sa place, je sais pas, à l'association de plaisanciers du coin. Il va y avoir tout d'un coup un peu plus de monde sur cette zone. Enfin, il n'a pas la garantie de pouvoir dire, si demain Poiscaille est plus là, je peux remettre mon filet de pêche comme un agriculteur pourrait dire, je passe au bio, ça marche pas, je reviens au conventionnel. Donc nous, on a vraiment une nécessité de pérennité sur le long terme. Et aujourd'hui, moi, c'est mon enjeu prioritaire. Pour vous, la croissance, c'est de convertir un maximum de pêcheurs. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un enjeu de remplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% de ce qu'on mange, est vraiment peu vertueux. Donc, en fait, nous, en France, on mange 1 million de tonnes de poissons produits de la mer par an. Chez Poiscaille, on distribue un peu moins de 1000 tonnes par an. Donc on a un boulot énorme avant d'aller commencer à peser dans la consommation. Aujourd'hui, on pèse de manière symbolique, et je pense qu'on inspire, et le fait d'être là, ça inspire pas mal, mais dans la distribution, on pèse pas. Enfin, on est encore petit. Pendant la préparation, vous m'avez aussi parlé de comment vous discutez avec les pêcheurs partenaires. Je trouve que c'est intéressant. Vous voulez en dire 2 mots ? C'est un truc assez complexe parce que les pêcheurs sont pas des vendeurs. Les pêcheurs sont habitués à pêcher du poisson, l'apporter à la criée où se fait la vente aux enchères, et puis après ils récupèrent un relevé avec le poisson a été payé tel prix, et puis c'est subi. Donc moi, quand j'ai embarqué avec les équipages à la pêche au début de ma carrière, je me suis retrouvé des fins de journée, on en avait bavé, il y avait de la tempête, on avait été le seul bateau en mer dans des conditions dantesques, et on avait pêché du poisson, donc c'était la fête à bord, quoi. Tout le monde disait, trop bien, l'anchois s'est vendu 10 €, on en a fait 1 tonne, 10 000 € divisé par 5, 2 000 € chacun, allez, ce week-end, c'est la teuf, quoi. Le lendemain matin, l'anchois s'était vendu 1 €. Et donc là, moi j'étais observateur des pêches, donc je comptais les poissons à bord. Je me faisais engueuler, quoi, parce que l'ambiance était pétée. Et donc, c'est toujours difficile cette négo de prix avec les pêcheurs parce que ils ont des variations de prix tellement fortes que, en fait, ils vont se souvenir du meilleur prix. Pas forcément. Nous, on va regarder plutôt le plus mauvais, et puis il faut trouver un truc au milieu. Et
en plus, quand on commence à discuter avec eux des prix, parce que nous, c'est un sujet aujourd'hui, hein, pour être rentable, on peut faire un peu plus de marge, payer le poisson un peu moins cher. Mais on sait que nous, quand on discute des prix, on va peut-être les inciter à pêcher plus pour compenser. Ou en tout cas, on est fortement convaincus par leur retour que si on leur garantit un prix élevé, ils iront pas pêcher plus. Donc on est toujours sur cette ligne de crête, à la fois à dire, en fait, il faut maintenir des prix élevés, mais si on maintient des prix trop élevés, soit on vend beaucoup trop cher aux consommateurs et ça devient inaccessible, soit on va mal payer les pêcheurs et ils vont devoir pêcher plus. Et presque, c'est ce qu'on disait un peu en préparant, c'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'on va pas presque trop dans l'intime, c'est de dire qu'est-ce qu'ils font de leur argent, parce que les pêcheurs en France gagnent plutôt bien leur vie par rapport aux agriculteurs. Il faut se dire qu'un pêcheur, un marin sur un bateau, c'est 2500 à 3000 euros net par mois. Donc les pêcheurs sont plutôt bien payés, alors au détriment de leur santé et au détriment de la santé des stocks de poissons en général. Parce que pour faire ça, il faut passer des marées très longues, parfois plusieurs jours, parfois du 2h du matin, 18h, 5 jours par semaine. Vous avez des pêcheurs qui vous témoignent, ils disent oui, le vendredi, tu arrives au bistrot, tu bois un verre, mais le deuxième, tu dors déjà parce que donc tu n'as pas de vie. Donc on est toujours tiraillé dans cet équilibre-là de dire là quand même, qu'est-ce qui nous fait payer hyper cher le poisson, et puis même à dire est-ce qu'on est d'accord avec son train de vie, ses achats, c'est là où ça devient des relations plus incertaines. Vous évoquiez aussi le fait que dans la discussion aujourd'hui, vous avez des pêcheurs qui vous disent pour être rentable à l'année, il me faut tel et tel prix. Et donc il y a une forme de discussion structurante, on va dire, et coopérative autour du prix qui permet d'être pérenne pour vous et pour eux. C'est ce qu'on fait différent de la filière traditionnelle, c'est que nous on dit aux pêcheurs, il y a une grille de prix à l'année avec un prix fixe. Donc c'est-à-dire que le pêcheur qui attrape 10 kilos de poissons ou 500 kilos de poissons, le jour où il les attrape, il aura le même prix. On va pas lui négocier au jour le jour en disant le prix de la criée a baissé, parce que souvent quand le prix de la criée baisse, c'est que un bateau industriel ou un bateau très intensif a débarqué des quantités astronomiques de poissons et donc le cours global a baissé parce qu'il y a une offre importante. Et quand cette offre est importante, le sujet de la qualité du produit joue un petit peu, mais le sujet de la durabilité de la pêche ne joue plus du tout. Et donc en fait, un poisson pêché à la ligne par un petit pêcheur qui va en attraper 50 kilos va être payé à peine 10% de plus que les 10 tonnes qu'a pêché un bateau avec des pratiques pas du tout vertueuses. Et donc c'est vrai que ce que nous disent les pêcheurs, ils disent en fait c'est quand même un confort psychologique de savoir qu'avec vous, j'ai un prix qui est stable, j'ai un prix qui est fixe, j'ai un prix qui est garanti. Et ça, c'est grâce à notre système de vente en avance de la pêche et de panier. Et donc ça, c'est vrai que aujourd'hui, les pêcheurs nous saluent ce système-là. Il est précieux pour eux. Merci. Donc on a 11 minutes 09 qui nous reste. Je fais un petit récapitulatif et ensuite, Maximilien, j'aimerais vous poser une question. On a vu chez nos deux invités des points communs. La prise de conscience par rapport à l'effondrement du vivant, la recherche de pérennité de l'activité, générer des ressources au sens de revenus qui soient suffisantes pour assurer une bonne qualité de vie et une bonne qualité de travail pour les producteurs, que ce soit les moines ou les pêcheurs. Et donc ça implique de mettre l'activité de l'entreprise au service de ses parties prenantes. Et de délibérément choisir en fait de limiter l'exploitation des ressources, la production, et de délibérément choisir aussi de distribuer équitablement ou raisonnablement les revenus. Et Maximilien, alors du point de vue de l'économie régénérative, quels sont selon vous les leviers pour changer de modèle et qu'est-ce qu'il faudrait valoriser dans ce modèle? Tout ça en 9 minutes 55 et 5 minutes, voilà. Donc on est d'accord, c'est absolument impossible. Donc je vais essayer de structurer un peu ma réponse. Déjà, l'esprit de ce qui a été dit, si vous me permettez, il y a quelque chose de jusqu'où
Et c'est quoi le juste? Alors le juste prix, la juste rémunération, le juste volume. Mais au niveau individuel et au niveau collectif, ça pose la question de c'est quoi la limite? Est-ce qu'on boit 1 litre de chartreuse par an et par personne, par mois, par jour? Bon, par jour, c'est pas trop ni recommandé ni possible, voilà. Mais on voit bien l'esprit. Et pareil, le poisson, est-ce qu'on en mange, est-ce qu'on mange 1 bar par repas par personne de 1 kilo? Est-ce qu'on mange une portion de 50 grammes? On voit bien qu'il y a une partie de la réponse là-dedans. Maintenant, si on prend un peu de recul, je veux partager avec vous un cas emblématique qui est une entreprise, a priori une grosse pollueuse, qui est une entreprise du nord de l'île. Certains d'entre vous connaissent parce que c'est un exemple qui a été abondamment pris, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pocheco, qui est une imprimante, une imprimerie d'enveloppes. Donc vous voyez bien, on prend du bois, on en fait du papier, on prend de l'encre, on colle l'encre sur le papier et la colle. Enfin, vous voyez bien que ça a un impact. Et Emmanuel Druon, un monsieur, le patron propriétaire, ça a un impact aussi, a décidé, il y a un peu moins de 20 ans, d'arrêter de détruire. Donc il a dit, je veux avoir une entreprise qui ne détruit plus. Je veux une entreprise qui ne détruit plus. Et il a commencé par le bois, je vais aller plus rapidement. Il s'est dit, bon ben voilà, pour 1 arbre que je consomme, je vais en planter 10. Et une négociation avec les partenaires. Et les 10 que je récupère, il faut qu'ils soient plantés dans des conditions de biodiversité, machin bidule. Ensuite, l'encre, c'est une encre avec solvant qui va piquer les yeux, brûler les mains. Je demande à mon fournisseur une encre à l'eau, que je pourrais par ailleurs traiter avec des roseaux. Ensuite, finalement, j'ai une emprise avec mon usine, donc je vais mettre des panneaux solaires, des toitures photovoltaïques, je vais mettre des jardins filtrants, je vais mettre un bardage bois pour pouvoir accueillir des nichoirs à oiseaux sur toute la façade de l'usine, ce qui fait que c'est devenu un refuge LPO, Ligue de protection des oiseaux. Je vais même mettre des nichoirs à chauves-souris. Voilà, bah oui, parce que les chauves-souris, si on n'aime pas les moustiques, ça peut être utile. Et maintenant, il y en a partout. Bref, je ne vais pas étaler tous les sujets, mais c'est l'exemple emblématique d'une entreprise qui est arrivée à garder son activité de produire des enveloppes, comme ça pourrait être de produire de la chartreuse, et j'y reviendrai, ou produire du poisson. Mais sur l'ensemble des enjeux, elle va être positive. Voilà, produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme, produire plus de bois qu'elle n'en consomme, dépolluer de l'eau, dépolluer de l'air, augmenter la biodiversité autour de son site et socialement, voilà. Ça c'est. Allô, voilà. C'est un point que je voulais partager avec vous. Alors malheureusement, j'en ai pas 150. Pour faire rire les uns et les autres, je pourrais citer Vallourec, qui est producteur de tubes en acier sans soudure, très technique, mais à destination de l'industrie pétrolière. Donc là, vous allez me lancer des tomates, mais il se trouve qu'ils ont inventé le concept d'usine forêt au Brésil, pour des raisons écologiques, mais surtout économiques. Plutôt que d'acheter du charbon sur un marché mondial avec une volatilité des prix, ils ont acquis 300 000 hectares de forêt qu'ils ont mis en gestion durable avec de la biodiversité pour faire du charbon de bois, pour faire leur propre acier à des coûts contrôlés. C'est un peu l'idée que tu évoquais, Emmanuel, dans l'idée d'intégrer la filière. Bon. Je trouve ça intéressant pour le clin d'œil. Maintenant que ça fasse des tuyaux pour l'industrie du pétrole, ça casse un peu le modèle, mais on comprend quand même l'esprit et l'analogie sur le régène. Le problème numéro 1 auquel on est confronté, c'est qu'on ne croit pas ce qu'on sait. Ça, c'est notre professeur national Jean-Pierre Dupuis avec un Y qui a écrit ça en 2003. Voilà, on ne croit pas ce qu'on sait. Bergson l'avait écrit déjà en 1918. On ne croit pas ce qu'on sait. Et donc, on est individuellement un peu incapable de faire face à 2 dilemmes. Servir ou se servir. Servir ou se servir. Et bien commun ou bien-être. Voilà, donc je vous invite à 30 secondes ou même 10 secondes, j'ai plus le temps de réflexion. Si vous mettez le curseur entre servir et se servir dans la société, vous êtes au milieu, vous êtes plus vers servir ou plus se servir. Si vous mettez le curseur dans la société à votre niveau entre bien-être et bien commun, pareil, est-ce que vous êtes que pour le bien-être ou est-ce que vous contribuez au bien commun ? Je dirais au niveau individuel et donc au niveau collectif, ces 2 curseurs, servir ou se servir, bien-être et bien commun, sont assez utiles.
Et vous aurez remarqué que l'ensemble politico-médiatique nous pousse toujours plus vers le bien-être individuel et le fait de se servir. Voilà. L'État est à votre service, la sécurité sociale est à votre service, le système économico-social est à votre service, les poissons sont là à votre service, les fleurs, les feuilles sont là à votre service. Ben non, en fait. C'est pas que prendre, c'est aussi donner. Voilà. Donc, l'économie régénérative, mon métier, c'est d'accompagner maintenant depuis 25 ans des entreprises, des infrastructures, des projets pour basculer de « je suis un prédateur, un destructeur » à « je suis un régénérateur ». Et croyez-moi, des projets, on en mène une centaine aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui un volant d'action où de plus en plus d'acteurs s'y mettent. Et pour conclure, vous, à votre niveau, ne sous-estimez pas la puissance individuelle, non pas celle du colibri, je ne reviens pas là-dessus, mais sur le fait que vous pouvez avoir une influence par des courriers lors de vos différentes personnalités. Vos différentes personnalités, vous êtes étudiant, salarié, électeur, dans une famille, père, frère, mère, cousine, cousin, vous avez peut-être une activité sportive, vous avez peut-être un culte religieux, vous avez peut-être une activité associative, culturelle. Dans chacun de ces bouts de vos personnalités, vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir une influence, que ce soit en direct ou par mail. Quand vous allez au restaurant, tiens, d'où vient l'alcool que tu me sers, d'où vient le poisson que tu me sers, voilà. Et ne sous-estimez pas, cette influence-là est majeure. Justement, j'ai une question là qui peut peut-être se raccrocher à ce propos. Comment viser l'économie régénératrice quand le secteur de son entreprise ne le permet pas? Exemple, équipement électronique et électrique. Alors effectivement, je n'ai pas la diapo, mais imaginez deux gradients. Le gradient des entreprises les plus vulnérables au monde d'aujourd'hui, donc les plus sensibles aux questions environnementales. Et dedans, on va trouver les activités de l'alimentaire, les activités de la mode, les activités de l'eau, les Veolia, Suez, les activités de l'énergie qui dépendent de l'eau, évidemment. Et puis c'est vrai, à l'autre extrême, les activités peut-être très éloignées. Je ne vais pas vous cacher que ça ne va pas être la même motivation selon que vous soyez à droite ou à gauche du schéma. Et un des métiers, c'est de faire ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est de faire écosystème, c'est-à-dire de voir comment, au niveau d'un territoire donné, les uns et les autres peuvent se compléter. Et dans ce cas-là, on peut arriver à intéresser les entreprises qui sont trop éloignées du sujet du vivant. Merci. Et j'ai encore le temps pour une petite question. J'ai pas mal de questions pour Charles, mais on n'aura pas le temps de les traiter, donc je vous invite à aller le retrouver à la pause pour avoir les discussions. Et de même pour Emmanuel, je vais poser la question par rapport à la CSRD. En quoi la CSRD aidera à changer les modèles économiques? Alors, la CSRD, c'est une directive européenne qui a été transposée en droit français et qui demande aux entreprises, à la plupart des entreprises, à l'exception des PME aujourd'hui, de rendre compte de leur impact environnemental et social dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme impact et qu'est-ce que l'environnement a comme impact sur toi. Voilà. Exemple, s'il n'y a plus d'eau, parce que canicule et sécheresse, comment tu fais pour faire tourner ton barrage, par exemple. Donc il y a vraiment les deux sens qu'on appelle la double matérialité. Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis allé chez Forvis Mazars, ça fait qu'1 an, uniquement parce que cette directive, cette réglementation est passée, que c'est un cadre réglementaire exceptionnel pour amener à la prise de conscience des dirigeants et de la gouvernance, parce que c'est très bien pensé. Je dis ça en toute humilité, puisque je n'y ai absolument pas contribué, mais on a des milliers de cerveaux très brillants en Europe qui ont contribué à la production de cet outil, qui finalement implique la gouvernance des entreprises, demande aux administrateurs de s'intéresser à leur impact et à ce que l'environnement fait sur l'entreprise, demande aux administrateurs les plans de transition avec les investissements prévus pour faire face à ce qui est en train d'advenir. Donc la CSRD est un outil majeur. En revanche, c'est vrai que c'est, je vais le dire de manière assez vulgaire, assez lourd, une vraie chienlit à mettre en œuvre, voilà, je l'ai dit. Et ça revient, pour ceux qui ont un peu de culture économique, à la mise en place de la comptabilité générale pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'avant, chacun faisait son petit papier et affichait des comptes un peu comme il voulait. À partir de Keynes et de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un enjeu de normalisation, de pouvoir comparer les comptes. On a créé la comptabilité générale à double colonne, là. Et l'ensemble des acteurs économiques ont hurlé en disant c'est pas possible, etc. Bon, on a le même type de révolution.
Il faut Nous avons une main rentrer rouge là-dedans. qui clignote, qui nous demande de nous arrêter. Merci. Est-ce que tu peux finir ta phrase et Donc finir ma phrase, il n'y a pas de fatalité dans une économie qui détruit. Ce n'est qu'une construction culturelle, comme beaucoup de choses. Et je suis ici avec mes collègues pour contribuer, pour dire des autres modèles économiques, d'autres produits, d'autres manières de faire sont possibles, qui, elles, permettraient de maintenir de l'activité économique et de la croissance financière, mais en intégrant les limites finies, les limites planétaires, pour les régénérer, pour les restaurer. Donc, c'est-à-dire au niveau climatique, on est, vous le savez, à 421 parties par million, plus de 45% par rapport à ce qui est durable. On peut revenir à 280 ppm, c'est modélisé, c'est modélisable, mais par contre, il va falloir radicalement changer la manière de faire, et donc que chacun individuellement agisse dans chacune de ses personnalités pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin pour Maximilien. Et donc, nous concluons sur ces paroles. Merci à nos invités. Rendez-vous ici même à 10h45 ou quelque chose comme ça, 11h45, pardon, pour la remise des trophées RSE. Et je vous souhaite une bonne journée. Et pour tous ceux qui ont posé leurs questions dans la tablette, à Charles ou à Emmanuel, vous saurez les retrouver dans les couloirs. Merci.